Bien, ben, bonjour à tous. J'espère qu'en ligne, vous m'entendez bien. Ouais. Bon, a priori, ça marche bien en ligne, donc c'est parfait. Donc, merci d'être présent cet après-midi pour parler interopérabilité des systèmes. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Elisabeth Patillard, je suis la directrice du Crédit Industrie. Et donc, au programme de cet après-midi, on va parler du protocole Matter avec Hutchinson, Autodo et puis Samuel Rouxel qui fait partie de l'équipe Crédit. Et ensuite, on aura aussi une présentation d'un protocole plus industriel qui s'appelle OPCUA par Mario Eltabache qui est en ligne avec nous, qui est du CETIM et qui est sur Senlis. Donc voilà, il n'a pas fait le déplacement cet après-midi, mais il va nous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Et puis ensuite, pour ceux qui sont présents ici, l'idée, ça sera de discuter un peu sur l'interopérabilité autour d'un verre et visiter notre plateforme de test côté radiofréquence et continuité électromagnétique. Pour nous présenter très rapidement, parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, donc le Crédit, on a un centre de ressources technologiques spécialisé en électronique. On a deux grandes parties d'activité. Une partie mission d'intérêt général, ben, c'est ce qui nous regroupe ce soir ici, où on fait de la veille technologique, on organise des ateliers, des séminaires autour de thématiques techniques en électronique. Donc ça, c'est des choses qui sont financées par la région, l'État et des fonds européens. Donc ben, voilà, c'est pour ça que pour vous, c'est gratuit et nous, on est financé par ces financeurs-là pour organiser ce genre d'événements. Et puis, on a une partie aussi prestations où on peut vous accompagner de l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation de démonstrateurs prototypes. Et puis, on a une partie aussi préqualification pour le marquage CE, donc tout ce qui est mesure CEN, mesure radiofréquence. Voilà. Et l'interopérabilité des systèmes électroniques, bah, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Donc, dans les grandes thématiques, bah, c'est tout ce qui est électronique sur les petits systèmes, donc différents types de communication sans fil. On va en voir quelques-uns cet après-midi. On fait aussi pas mal d'appui au développement sur tout ce qui est système embarqué, donc protocole, intégration aussi de traitement des signaux sur des sites particuliers type FPGA. Et puis, on a aussi des compétences grâce à Diacharia, qui est notre responsable des essais côté CEM, sur l'optimisation des alimentations et des convertisseurs, toujours pour les petits systèmes, donc petite puissance. Notre plateforme d'essai, très rapidement, hein, comme j'ai dit, il y a la partie compatibilité électromagnétique pour tout type d'équipement électronique, la partie radiofréquence pour ceux qui communiquent sans fil, et puis aussi une partie sur la mesure d'autonomie pour les systèmes, donc vérifier le profil de consommation et comment optimiser au mieux la partie veille, la partie transmission des données diverses et variées. Donc voilà très rapidement qui on est. Donc, on fait aussi partie de l'EDIH Polytronics. Donc ça, c'est un projet européen qui est porté par le pôle de compétitivité Polyméris. L'idée, ça peut accompagner les entreprises qui veulent à la fois faire des prototypes qui intègrent de l'intelligence, on va dire, dans une partie plastronique, ou encore, alors je crois que j'ai une slide après. Je n'ai pas de slide après. Ou encore optimiser leur process de fabrication quand ils travaillent sur tout ce qui est polymère, plasturgie, même textile, puisqu'on peut aussi maintenant inclure de plus en plus d'intelligence dans cette partie-là de textile. Donc, en première partie, hein, comme je le disais, je vais laisser la parole à Olivier Rinkert de Hutchinson, Olivier Bichot de Autodo, désolé, et Samuel Rouxel, qui vont vous présenter tout ce qui est en relation avec le protocole Matter et comment ça peut être mis en place, quels sont les avantages et pourquoi ça peut être intéressant. Donc, je vous laisse la parole et je vais passer la bonne présentation avec la petite tablette. Ben voilà, je crois que c'était ce qui était prévu. Désolée.
Ouh là là, il y a un peu trop de fenêtres. Je vais y arriver. Voilà, c'est mieux. Pour passer les slides, c'est la flèche. Ouais, normalement, ça marche. Oh là, hop, j'étais un peu. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai cliqué en même temps sur. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes là pour parler maths. Présentation à 3. Donc, moi, le premier, Hutchinson. Je vais planter un peu le décor, entre guillemets. C'est pas moi qui vais parler le plus de maths, mais je vais vous expliquer le besoin qu'on a eu. Olivier Bichot qui va vous parler du protocole Matter avec leur outil dédié, donc le Hub MZ. Et puis Samuel qui va normalement rentrer un peu plus dans le détail. Et puis je finirai moi par une conclusion de savoir comment on a mis en œuvre. Voilà, qu'est-ce que ça a donné. Hutchinson, le premier. Vous y coupez pas, on est un industriel, donc on se présente. Hutchinson, création de l'entreprise en 1853, donc on est une vieille entreprise du bassin d'emploi de Montargis. Intégré 100% à Total, aujourd'hui Total Énergie en 91. Donc depuis 30 ans, on appartient au groupe Total Énergie. Et aujourd'hui, Hutchinson, alors est-ce qu'il y a un pointeur? Oui, normalement, le bouton du milieu. Ouais. Yes, ok, merci. Donc aujourd'hui, c'est 40 000 employés dans le monde, dans 25 pays. Il y a 102 sites de production, 4 milliards de chiffre d'affaires, ceci, cela. 4 centres de recherche, donc un à Chalette-sur-Rhin, donc le principal, le centre de recherche, on doit être autour de 300 personnes. Et depuis quelques années, on a décliné la recherche, entre guillemets, fondamentale sur les continents. Donc on en a un à Singapour, alors je ne me rappelle plus en Chine, c'est Suzhou, enfin en Chine en tout cas, et puis un autre à Boston, aux États-Unis. Voilà pour Hutchinson. Le projet qui a entre guillemets fédéré un peu l'utilisation de Matter et ce pourquoi moi je suis là et puis Olivier aussi je pense et puis pourquoi il y a eu cette présentation, c'est un sujet qu'on appelle chez nous, alors qu'il est caché là, c'est Smart Building Gasket. L'objectif de ce projet, c'était de développer un système de mesure intégré à un ouvrant qui permet de détecter l'état de cet ouvrant. L'objectif, c'était de concurrencer, on va dire, un peu ces systèmes-là, qui sont des systèmes faits par, alors les principaux systèmes, Somfy en fait d'autres, tout ça, mais on va dire la plupart, on les trouve comme ça, un aimant, un relais RID, et puis quand on ouvre l'ouvrant, ben, on vient détecter simplement quoi. Alors ils étaient à l'extérieur de l'ouvrant, pas intégrés. Enfin, voilà. Alors pourquoi ce sujet-là aussi? Donc oui, Hutchinson, c'est 75% du chiffre d'affaires dans l'automobile. Donc là, on est dans le bâtiment. Mais on a une petite activité bâtiment, donc près de Grenoble, ici au nord de Grenoble, à Moirans plus exactement, qui fabrique donc des joints pour le bâtiment. Donc le sujet, bah, c'est piloté, on va dire, par nous à la R&D, donc au centre de recherche, en partenariat avec l'usine de Moirans. Et puis, bah, il y a des partenaires donc, qui sont venus greffer au fur et à mesure. Donc, le Crédit, partenaire historique pour d'autres sujets, mais notamment sur celui-là. Pasquier, donc, qui ne sont pas représentés ici, mais un partenaire industriel qui fabrique des fenêtres. Et puis, Autodo, qui est venu se greffer récemment, bah, lié à l'utilisation de Matter. Un petit peu d'historique sur le projet. Donc, il a vu le jour en 2018. Alors, c'était pas vraiment le projet SVG. En 2018, il y a eu une session de créativité au sein du site de Moirans qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut ajouter comme fonction à nos produits pour essayer d'augmenter la valeur. Donc, il y a eu des créativités autour de la connectivité des joints. S'en est suivi un premier POC, enfin ceci, cela. Donc, nous, on est intervenu au centre de recherche, on va dire principalement en 2021, où on a fait différents POC, donc des systèmes réels qui ont permis de prouver certaines choses, comme la faisabilité, est-ce que c'était faisable? La technologie, est-ce que la technologie était viable? On en est arrivé aujourd'hui là avec le POC numéro 5 qui a été présenté au salon Artibat, donc à Rennes, du 18 au 20 octobre. Celui-là était en Matter. Et on a pour ambition l'année prochaine, alors j'ai mis les TRL, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les TRL, c'est des niveaux de maturité technologique. On en est aujourd'hui au TRL 5, c'est-à-dire que dans le cycle en V, on est en bas, puis on va le remonter, je vais dire doucement, mais rapidement l'année prochaine pour arriver, alors j'ai mis TRL 9, enfin, voilà. En tout cas, c'est l'ambition, c'est d'avoir un produit série sur la table en fin d'année prochaine. Comment marche notre système? Technologiquement, concrètement, on rajoute une électrode sur nos joints.
Donc voilà des joints de fenêtre. On rajoute une électrode dessus et on le conditionne par un détecteur capacitif. Donc concrètement, c'est un condensateur. La permittivité du milieu environnant, donc le epsilon, va faire varier la valeur du condensateur. En mesurant cette valeur de condensateur, on arrive à déterminer l'état de la fenêtre. Alors là, j'ai pris l'état d'une fenêtre, mais on a aussi sur des baies coulissantes, donc ouvert, verrouillé et oscillobattant ici. Pour la fonction oscillobattante, on voit qu'on peut augmenter la valeur du condensateur, mais il y a quand même ça se chevauche avec la fonction, avec la détection de l'état ouvert. Donc on a rajouté un accéléromètre pour qu'il penche. Le plus de notre système, c'est donc d'arriver à détecter du verrouillage, de l'ouverture et de l'oscillobattant, par exemple quand on a la fonction oscillobattant, mais c'est surtout aussi de pouvoir détecter des invalidités du système. Donc ça veut dire que notre capteur, il est difficilement lorable. Donc on a des côtés des brevets là autour. Comment on fait nos systèmes? Donc concrètement, on a au centre de recherche possibilité de sérigraphier. Donc on sérigraphie ces électrodes et puis on les colle sur les joints. Donc voilà, concrètement, voilà ce que ça donne. Hein. J'en ai différentes ici. Allez, oui, je peux vous les faire passer. Hop. Donc on a imprimé principalement, on sérigraphie sur du Kapton, mais on a aussi fait, par exemple ici, c'est une électrode en mylar. Et puis voilà, par exemple, les électrodes sur du Kapton qu'on sérigraphie. Donc on fait aussi sur différentes matières, donc différents joints, des joints en caoutchouc. Historiquement, on utilisait des joints en caoutchouc, mais aujourd'hui, pour la recyclabilité, des choses comme ça, donc on utilise beaucoup aussi maintenant des joints TP. Notre système, donc on part d'un joint, on installe un capteur, donc le joint devient capteur en installant une électrode dessus, on développe l'électronique. Donc voilà un peu les cartes électroniques qu'on a fait. Donc elles sont basées sur une solution Nordic Semiconductor, donc un NRF 52840 concrètement, alimenté par une pile CR2032. Un des objectifs, alors je vais passer assez vite, c'était que notre système soit autonome 4-5 ans. 4-5 ans. Pardon. On l'intègre dans un boîtier. Et puis après, voilà, on vient le placer dans une fenêtre. Donc, typiquement, on a deux solutions aujourd'hui. Pour les fenêtres, on a des systèmes comme ça, où on vient le clipper sous la fenêtre. Et puis, pour les baies coulissantes, on a un système comme ça. Alors, c'est des systèmes proto encore. Ça fonctionne, mais c'est des systèmes proto. Où on vient l'intégrer dans l'épaisseur de la baie coulissante. Alors, je vous les fais passer aussi. Pour le salon Batimat, donc on a présenté le POC numéro 4, je crois, au salon Batimat de 2022, donc à Paris. On a décidé de communiquer sur un réseau très local en Bluetooth. Donc on émettait l'information, notre système fonctionnait en beacon Bluetooth, donc on émettait l'information dans la trame BLE. Et puis on s'était fait une application sur tablette. Donc on avait une portée de quelques mètres. Enfin, voilà. Donc ça a fait le job. Ça a fait le job pour ça. On voulait franchir une étape supplémentaire pour le présenter à Batimat et pouvoir intégrer notre système dans un réseau domotique. On s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait, ceci, cela? Donc, on a eu pas mal de communications avec le Crédit, notamment Christophe. Christophe nous a aiguillés vers Autodo en disant ça peut être un des partenaires. Et effectivement, on a fait affaire. Du coup, on a décidé de passer en Matter, donc en protocole de communication Thread, qui porte du Matter. Donc voilà un peu le schéma qu'on avait pour le salon Artibat avec nos trois ouvrants. Donc une fenêtre en PVC, une fenêtre en aluminium et une baie coulissante en aluminium, connectés sur un hub Autodo que va décrire, il est là, que va décrire un peu Olivier. Donc enfin voilà, et sur un système domotique classique où on avait donc des ampoules connectées, un thermostat, un ventilateur et puis des volets roulants. L'objectif de ça, c'était qu'en fonction des différents états de nos ouvrants, on jouait sur une couleur, un ceci, un cela. Les données qu'on souhaite remonter, et normalement ce sera mon dernier slide, aujourd'hui il n'y a pas de capteur qui existait en Matter, complètement fait pour ça, donc Samuel a customisé des choses. Nous on avait en fait 4 niveaux différents à faire passer, à faire transiter, donc un niveau ouvert, verrouillé, invalide pour tous les ouvrants, et les petites spécificités pour les fenêtres, il y avait potentiellement un état oscillobattant, et puis pour la baie vitrée, pour la baie coulissante, pardon, un état fermé. Donc l'oscillobattant, on le comprend, c'est bien bas, combien aéré. Et l'option fermée, c'était que la baie coulissante est fermée, donc il y a une étanchéité, mais elle n'est pas verrouillée. Concrètement, je ne sais pas si vous voyez, sur justement la baie coulissante, on a 2 capteurs capacitifs. Donc un premier à l'extérieur qui vient détecter
que la baie est bien le long de son longeron, et un deuxième à l'intérieur qui vient détecter que la coulisse est en haut. Donc ça veut dire que la baie est verrouillée. Donc pour avoir baie verrouillée, il fallait que les deux soient. Monsieur Olivier Bichot. Merci. Après, on posera peut-être les questions à la fin de la présentation, comme voilà, il y a différentes thématiques qui vont être abordées. Alors, donc Autodo, c'est une société voilà, créée en 2016. On fait une plateforme interopérabilité. À la base, c'était plutôt en protocole 433 MHz, 868 Zigbee. Et maintenant, en fait, on a ajouté le protocole moteur en 2023 sur notre plateforme. Donc, on est situé à Tours et à Paris et on a pour l'instant une plateforme qui est vendue par exemple chez Canalbox. Donc, c'est principalement des chacons aussi, et des opérateurs de services ou de télécom. Donc, le protocole Matter, donc c'est voilà, standard de connectivité. Ça a été à la base c'était le projet CHIP, donc c'est le Connected Home IP. C'était ça, c'est via le CSA, donc c'est une alliance. À la base c'était la Zigbee Alliance et qui justement regroupe des grands industriels, Google, Amazon, Apple. Et ils se sont mis d'accord donc sur un nouveau standard de connectivité pour communiquer entre eux en fait. Donc ça s'appuie sur des standards existants, hein, donc IP, Thread, BLE, Zigbee, Wi-Fi. Et la dernière phrase, je l'ai dit. Donc le réseau Matter. Donc par exemple le hub Autodo, nous on l'a comme fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il est à la fois commissionneur, administrateur et contrôleur. C'est-à-dire qu'il va à la fois appairer des objets et les contrôler. Alors comment, parce que je vais vous expliquer simplement. Donc à la base, on a un écosystème, donc des objets qui sont commissionnables. Commissionnables, ça veut dire qu'ils sont en attente d'être appairés, mais qui ne sont pas encore appairés. Donc en fait, le commissionneur va intégrer, donc va commissionner l'objet dans sa fabrique et un node commissionné dans une fabrique, c'est une entité adressable qui permet donc d'être contrôlé par un administrateur et un contrôleur. Dans ce réseau-là, en fait, on peut à la fois avoir différents protocoles, c'est-à-dire du Wi-Fi, du Thread, et pour avoir une passerelle qui permet justement d'aller de l'Ethernet vers le Thread, donc on utilise des border routers Thread. Et donc un commissionneur, il a sa propre fabrique. Une fabrique, donc c'est un ensemble de nodes qui appartient à un même vendeur. Et donc si on veut être justement compatible avec par exemple Apple ou Google, s'ils veulent continuer, s'ils veulent piloter les mêmes objets que ceux que l'on a dans le réseau Autodo, en fait ils doivent l'ajouter, le commissionner dans leur propre fabrique. Donc les termes à retenir pour Matter, donc c'est assez les termes anglais hein, malheureusement. Donc fabrique. Donc fabrique c'est un ensemble de nodes. Le commissionneur, donc c'est un node qui a la capacité de commissionner un autre node en fait. L'administrateur, donc c'est un node qui a tous les droits d'accès. Un node c'est un peu différent d'un device. En fait, un node, c'est une entité adressable, mais un device, en fait, peut être constitué de plusieurs nodes qui ont différentes fonctionnalités. Ensuite, au niveau du Wi-Fi, bon, je pense que vous connaissez tous les termes access point, SSID, password. Et au niveau thread, donc, ce qui est important, c'est justement la passerelle qui permet de discuter avec le réseau thread à l'intérieur d'un réseau Matter, c'est le border router thread.
Et sinon, au niveau des devices thread, il faut faire la distinction, par exemple, entre les routeurs comme les prises ou les lampes, qui permettent justement de, de faire enfin, parce que thread, c'est un réseau mesh, donc ça permet justement de servir de routeur à l'intérieur du réseau thread. Et le dataset, c'est 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 un peu comme le SSID password de Wi-Fi, mais pour le thread. On va, on va en parler un peu plus tard. Donc Thread, voilà, c'est un protocole radio. Et justement pour Hutchinson, on s'est euh, on s'est basé plus justement vers ce réseau-là plutôt que de passer par le mateur Wi-Fi parce que c'est destiné à des objets plutôt basse consommation. Donc c'est vraiment fait pour les capteurs en fait. Ça supporte le maillage, c'est IPv6 et en plus c'était justement un protocole éprouvé utilisé par des grands, justement, par exemple par Apple dans leur système HomeKit. C'était à base de ça. Donc, les étapes du commissioning. Donc, en fait, quand vous avez un objet qui est appairable, en fait, on découvre cet objet via le protocole, alors BLE si justement il émet en Bluetooth, ou soit on network s'il est connecté par Ethernet, par exemple. Et on obtient justement les infos qui permettent d'identifier l'objet, le vendor ID, le product ID. On recherche l'objet dans l'environnement proche. On établit une première connexion sécurisée. C'est vrai que c'est pour ça aussi que Matter a été défini. C'est parce que c'est un protocole beaucoup plus sécurisé, par exemple, que Zigbee. Ensuite, on vérifie sa certification. On verra aussi par la suite un peu le système de certification des serveurs justement qui hébergent les certificats. Ensuite, on configure pour l'intégrer dans le réseau local. Il y a une découverte au niveau DNS-ESD qui permet ensuite de découvrir tous les clusters et, euh, et donc d'intégrer l'objet dans la fabrique. Donc, comment identifier l'objet? Donc, j'ai parlé tout à l'heure voilà, du vendor ID. Ça permet donc d'identifier le fabricant. Le product ID permet d'identifier le produit. On voit que ces deux termes, en fait, c'est optionnel sur ce qu'on appelle le manual pairing code parce que le protocole Matter, en fait, on peut appairer, on peut commissionner un objet par QR code ou par un code qui peut être court avec 11 caractères ou long avec 21. Et voilà. Après, la discovery capabilities, ça permet justement de savoir si l'objet est mis en BLE ou s'il est justement sur le réseau. Le discriminator, ça permet de différencier justement si on a deux objets qui sont du même fabricant, le même produit. Ça permet justement de les différencier et de savoir lequel est lequel et de pas s'en mêler les pinceaux lors justement de la découverte. Et le passcode justement qui évite justement qu'une personne mal intentionnée peut appairer l'objet à notre place. Alors au niveau authenticité et certification, donc ça repose voilà sur des clés publiques et les attestations de produits et attestations des devices. Donc ça c'est sauvegardé dans chaque objet qui va être commissionné. Et les PAA, par contre, c'est stocké sur le serveur DCL, qui est justement une entité qui regroupe, c'est une sorte de database qui regroupe tous les certificats. Et donc, en tant que commissionneur, nous, justement, on va interroger périodiquement ce serveur DCL, parce que à chaque fois que le CSA certifie un objet, il l'ajoute dans la base, et donc pour être à jour et pour pouvoir justement commissionner les objets certifiés, on va interroger régulièrement ce serveur. Alors, c'est Distributed Certificate Ledger.
et le data model. Donc, ça ressemble quand même beaucoup, enfin, vu que c'est dérivé du Zigbee, ça ressemble un peu beaucoup. Il y a des endpoints, des clusters. Donc, le endpoint 0, en fait, il est obligatoire pour chaque node. C'est vraiment ça définit vraiment toutes les informations, justement, basiques, du node. Et ensuite, en fonction des fonctionnalités, de l'objet, on peut avoir plusieurs endpoints. Par exemple, pour un capteur, un détecteur occupancy, on va avoir justement mais l'occupancy, s'il a aussi la luminosité, par exemple, ou d'autres fonctionnalités, ça va être défini dans des endpoints différents. Alors là, justement, l'objet qui avait servi pour le salon à Artibat, là, il était pas certifié, justement, pas encore, on va dire. Et en fait, la norme Matter permet de commissionner des objets qui sont pas certifiés, mais il faut vraiment que l'utilisateur final accepte de commissionner l'objet sur sa plateforme. Donc il y a vraiment un message d'avertissement disant on est en train d'appairer un objet qui n'est pas certifié. Est-ce que vous voulez vraiment l'ajouter dans votre réseau? Et donc l'avantage de certifier, c'est déjà d'avoir un objet où on est sûr que c'est interopérable. Après, il y a aussi des plateformes qui ne permettent pas d'appairer des objets non certifiés, comme Google. Avec Google Home, par exemple, on peut pas appairer d'objets non certifiés. Par contre, Apple permet, voilà, il pose la question et on peut appairer justement votre objet Hutchinson aussi sur un HomePod mini. Donc ça, c'est un des avantages de la certification. Alors après, pour certifier, ça permet, enfin, déjà, il faut devenir membre du CSA. Il faut demander un Manufacturer ID, Vendor ID. Ensuite, il faut choisir, par exemple, si on veut faire certifier un objet Thread, eh bien, il faut choisir justement le network transport Thread. Et ensuite, on choisit un testing provider. Je vois, nous, pour le hub, on avait choisi Decra comme testing provider. Ensuite, on avait envoyé donc le hub à tester à leur bureau à Malaga, en Espagne. Et ensuite, on soumet la certification et on attend pas mal de temps parce que c'est vrai que le CSA, enfin voilà, ça demande quand même quelques semaines entre le moment où on soumet la certification et la réception du certificat. Vous aurez des slides, hein, parce que là, on arrive juste à Oui. ce qui va Alors là, j'avoue que en fait, c'est sur le site du CSA. Hein, parce que là, j'avais intégré une image, donc même avec les slides, on n'arrive pas vraiment à lire. Mais oui, tout est sur le site du CSA. Même justement, les spécifications sont aussi sur le site du CSA. C'est accessible à tout le monde. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin sur le protocole Matter, il y a tout ce qu'il faut sur le site du CSA. Et donc Autodo, nous on a certifié le firmware du hub NZ. Et donc vous le verrez aussi sur le site du CSA ici entre deux applications Monor. Et voilà, régulièrement, on avait aussi participé à la certification aussi de la box Sagemcom, aussi Matter, vu que Sagemcom est un de nos actionnaires. Et là, si on regarde régulièrement sur le site, effectivement, enfin, là, on peut justement filtrer si on veut justement parce que nous, c'était un firmware, donc c'était une certification software component. Par contre, un produit final, un node commissionnable, lui, il va être justement dans le type produit. Donc, c'est vraiment le produit final. Et le produit final, lui, va se retrouver justement dans la base de DCL dont je parlais tout à l'heure. Alors que les software components, eux, justement, ils n'ont pas vocation à être sur le DCL, parce que vu que c'est des plateformes qui sont commissionneurs, ils ne sont pas commissionnés.
Et donc, le protocole Matter, ça évolue, hein. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle version. Donc, ça a commencé il y a un an avec la version 1.0. Au niveau des device types, donc depuis la 1.0, il y avait toutes les lampes, les prises, les capteurs, justement, capteurs de mouvement, les switches. Enfin, il y avait déjà enfin, on va dire quelques produits, mais principalement quand même des lampes et des prises. Et là, il y a la 1.2 qui est sortie au mois d'octobre, et donc ils ont intégré tous ces device types. Donc, il y a pas mal d'électroménager, en fait, on voit dans le lot. Et, euh, et là, donc, ils sont en train de travailler en ce moment sur la 1.3, et ça sortira au printemps prochain. Si vous avez des questions avant de passer à la suite. Alors après, on va rentrer vraiment dans le détail de l'implémentation de Matter. Je vais illustrer plein de termes qui sont peut-être encore abstraits. Ça, je peux faire passer aussi. Oui. Ah, le coût, alors c'est de mémoire, c'est 2000 euros. Ouais, c'est 2000 euros quand on est membre. C'est 2000 ou 3000 euros. Alors après, nous, c'est pour une certification software component. Après, je pense que c'est le même prix, hein, pour un produit final. Et devenir membre, ça coûte combien? Alors là, je me renseignerai. Je sais que c'est cher. Le ticket doit être un peu plus cher. Je me demande même si c'est pas plus. Je me demande si c'est pas 20 000. Ça pourrait être. Oui, c'est minimum. Mais c'est cher. Mais voilà, c'est cher. Effectivement, si on n'est pas membre, on peut faire certifier, mais c'est plus cher pour le coup. Oui. Donc, voilà. Si on a un produit, C'est si ça. on a plusieurs. Après, l'avantage d'être membre aussi, c'est qu'on a accès aux spécifications en fait avant qu'elles sortent officiellement. Ça permet de participer aussi à des groupes de travail. Moi, je vais illustrer tout ça. Comment, à partir d'un besoin, on arrive à une solution comme ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour y parvenir en fonction des éléments? Donc, pour reprendre rapidement, donc Matter, c'est la couche applicative. C'est le soft qui tourne au-dessus de plein d'autres choses, notamment au-dessus du matériel. Donc, ça repose obligatoirement sur IPv6. Et donc, toutes les technologies radio qui font du IPv6 sont susceptibles de porter Matter au-dessus. Donc, on peut porter Matter sur des technologies radio Wi-Fi, Thread, ou sur de l'Ethernet filaire. Le Bluetooth, il est particulier, il sert uniquement qu'au commissioning et donc à l'enregistrement sur le réseau. C'est uniquement au moment où il y a le commissioning qu'il y a le Bluetooth. Après, on n'en parle plus du tout. Donc, l'architecture de Matter va être effectivement les éléments qui vont être les capteurs qu'on va venir piloter ou qui vont rapporter de l'information. Et pour remonter l'information, ils vont passer, suivant leur technologie, soit en Wi-Fi, soit en Thread, vers des contrôleurs qui, eux, vont récupérer l'information et puis la traduire, soit pour remonter l'information, soit pour recevoir des commandes et les faire redescendre vers les capteurs. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans le produit qu'on a fait, c'est de pouvoir remonter le niveau de la fenêtre. C'est la seule information qu'on a remontée. Dans le protocole Matter, la fenêtre n'existe pas. Il y a des switches, il y a plein de choses par rapport à la version sur laquelle on va travailler. Nous, on a commencé à travailler il y a pas mal de temps, donc on était sur la version 1.0. Donc depuis, il y a beaucoup plus de possibilités pour implémenter des choses. Donc nous, on doit remontrer 4 états de fenêtre. Ça doit être autonome, donc avec une certaine longévité, donc faible consommation, prendre pas trop de place, parce qu'il faut que ça puisse s'insérer dans la fenêtre, supporter Matter. Et puis, on a vu que Matter, il y avait quand même plusieurs briques technologiques de communication possibles. Et de par le fait qu'on veut que ça consomme peu, qu'on soit en sans fil, si on élimine le Wi-Fi, il ne reste plus que Thread. Donc, il va falloir qu'on fasse avec la technologie Thread. Donc, cette technologie-là, ça se traduit par on élimine tout ce qui est Wi-Fi. Et nous, ce qui nous intéresse pour cette mise en œuvre, c'est d'avoir des éléments, des nœuds finaux
qui peuvent effectivement transiter vers des éléments qui vont faire juste le pont. Hein, c'est le principe du réseau maillé de la technologie Thread. Donc, réseau maillé pour remonter l'information via un border router et ensuite vers le cloud ou en local vers un serveur dédié. Donc, très bas niveau, il va falloir supporter Thread et donc implémenter des choses qui sont propres à Thread. Donc, on veut que ça consomme peu. Thread, on a soit des full thread devices, soit des minimal thread devices. Donc, on va plutôt se baser sur des minimal thread devices et notamment vers des sleepy end devices où, effectivement, la radio va pas être alimentée en permanence parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer de l'information en permanence. Hein. En général, si nous, on envoie de l'information toutes les secondes, un état de fenêtre, bon, voilà, il faut déjà le temps d'ouvrir et de remonter l'information. Donc, pas besoin d'allumer la radio tout le temps. Faut pas non plus qu'ils soient au sommeil et qu'ils soient réveillés vers l'extérieur parce que c'est quand même lui qui prend la décision de remonter l'information. Donc, ce qui nous intéresse, nous, par rapport à notre besoin, c'est le CPN device. Donc, on a déjà focalisé un petit peu sur l'implémentation, sur cette solution-là au niveau thread. Donc, maintenant que Thread est réglé, qu'est-ce que je mets en place au niveau matter? Donc, on a dit que s'il y avait un modèle de données à respecter pour justement le produit final. Donc, avec alors c'est vrai que le terme device, on va le retrouver à toutes les sauces et on met déjà des warnings un peu partout en disant, même dans les documents officiels de Matter, on nous dit attention, device, c'est un terme générique. Il peut être utilisé en parlant effectivement de l'élément final, on appelle ça un device. Mais le device est aussi utilisé pour d'autres choses dans des déclinaisons quand on rentre un peu plus en profondeur. Donc derrière device, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on va parler de deux. De point de termination, les endpoints, de clusters. Alors ça nous est imposé par Matter. Donc, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les types de endpoints qui sont imposés, suivant la version de Matter, vous allez en avoir quelques-uns. Par défaut, il y a forcément un endpoint 0. C'est celui-là qui va être le descriptif de votre composant. Et ensuite, en fonction de ce qu'il est censé faire, bah, vous allez piocher dans les endpoints existants pour les rajouter et les intégrer dans votre produit. Donc, nous, on a focalisé sur une information tout ou rien. On va même en mettre deux, comme ça on aura 4 étapes. Première information tout ou rien, ça va être soit fermé, soit ouvert. Et la deuxième information tout ou rien, ça sera soit oscillo-battant, soit fermé. Avec ça, on a nos 4 cas. Donc du coup, on va mettre en place deux endpoints qui vont être des switches. Comme c'est des endpoints switch qu'on met en place, on nous impose après, alors il y a des choses qui sont imposées, il y en a d'autres qui sont optionnelles, des clusters qui sont définis, qui ont eux-mêmes des attributs et des commandes. Et donc, on va être obligé de se conformer à ça. Donc, je vous ai mis un exemple justement de switch. Donc, le endpoint, c'est un switch. Les clusters qui sont associés au switch, alors, vous voyez, il y a tout ça, il y a des serveurs qui permettent de remonter de l'information, des clients qui permettent de l'interroger. Et puis, le client on-off, il a un certain nombre d'attributs. On voit qu'il y a l'attribut on-off, c'est un booléen. On voit que on retient aussi l'état qu'il était avant. Parce que si, comme on a dit tout à l'heure, Google arrive et puis vous rajoutez ça dans la fabrique Google rajoute le produit dans son élément, sachant qu'il était déjà en fonctionnement, il faut qu'il sache dans quel état il était. Donc, ça, on va le récupérer sur le global SIM. Le on time, c'est des éléments qui disent que c'est le temps avant de l'éteindre. Puis off time, c'est le temps. Si vous le faites rapidement, si vous appuyez rapidement plusieurs fois sur le bouton on-off, il ne faut pas griller la lumière, donc il y a un temps de réaction où on ne va rien faire pour être sûr qu'on ne prenne pas en compte tous les rebonds d'un usage qui est pas normal sur un interrupteur. Et puis start on-off, c'est quand je le rajoute dans le circuit par défaut, quand je le mets sous tension, qu'est-ce qu'il est censé faire? Est-ce que ça va être ouvert? Est-ce que c'est... Donc si je décline un autre exemple sur une lampe avec variateur, on va trouver effectivement le endpoint 0 qui est obligatoire, je reviendrai par la suite pour le détail, avec le endpoint qui concerne le côté variateur, on-off avec le niveau de luminosité, et puis le côté interrupteur aussi, puisqu'il faudra bien mettre votre lampe sous tension d'un moment ou à un autre, donc il y a un deuxième cluster avec les attributs qui vont bien en fonction. Donc le endpoint 0 que vous allez retrouver sur tous les produits, il est unique. C'est un peu en grosso modo, il est refait plusieurs fois de différentes façons. Et il contient les descriptifs des autres clusters qui sont mis en place dans le composant. Ce qui fait que quand vous faites l'énumération sur un node, sur le endpoint 0, vous savez ce que va faire le device et ce qu'il a
on va dire, dans lui. C'est un peu l'équivalent quand vous faites une connexion Bluetooth et que vous avez la découverte des services. Et dans la découverte des services, vous avez la liste de tout. C'est un peu le rôle du endpoint 0 niveau mateur. Donc le endpoint 0, voilà, il y a des choses qui sont obligatoires. Hein. Il a automatiquement un cluster serveur basique information. Puis dans notre cas, où nous, on est basé sur une technologie de communication thread, et nous, on aura forcément et obligatoirement le serveur de diagnostic thread à mettre en place. Si vous ne l'avez pas, ça se passera pas bien. Par contre, le serveur Wi-Fi, on n'en a pas besoin parce que de toute façon, il n'est pas en Wi-Fi. Et l'Ethernet Web Network, on n'y sera pas non plus. Donc, ça a l'air tout fastidieux à mettre en place, ça, quand il va falloir coder. Eh ben non, parce qu'il y a des outils qui existent. Vous avez l'utilitaire ZAP, qui est un outil qui a été déjà utilisé par Zigbee, puisque vous avez bien compris que tout découlait des Zigbee Alliance, qui est devenu le CSA par la suite avec le modélisateur. Et donc, ils ont repris leurs outils où on peut venir créer des endpoints. Et puis, eux, ils rajoutent la liste des clusters qui est à jour par rapport à la version que vous utilisez. Et donc, vous allez venir piocher les éléments que vous avez besoin. Donc, on vient créer un endpoint. Après, dans la liste des endpoints, vous sélectionnez effectivement le mateur de node. Et une fois que vous avez validé, là, il n'y a plus qu'à créer. On donne la version et puis on crée nos endpoints comme ça. Et puis, une fois qu'on a créé nos endpoints, vu que lui, c'est un node, on a la liste des clusters qui sont associés. Vous cochez ceux que vous activez par rapport à ceux qui sont obligatoires ou pas, en fonction de vos besoins. Et puis lui, à partir de là, on accède également aux attributs qui sont associés. Donc typiquement, nous, on est sur un produit qui est sur batterie. Donc si vous voulez remonter l'information batterie, elle est présente dans le node 0 par défaut, puisque c'est pas lié à ce qu'il sait faire, c'est lié à un produit de base. Soit il est autonome, soit il n'est pas autonome, et soit il y a un niveau de batterie, soit il n'est pas. De ce fait, on est sur l'endpoint 0, on est sur un cluster power source, et après, on active le niveau de tension et le pourcentage de batterie restante. Ce sera à vous de le calculer, par contre. Hein. On met juste les briques en place pour y avoir accès, pour que tout le monde puisse y avoir accès, puisque ça, c'est normalisé dans le protocole Matter. Si on demande de batterie, si on voit qu'il y a un power source, on s'attend à avoir un batterie voltage, on est capable de pouvoir l'interroger. Après, la valeur qui est dedans, c'est vous qui nous faites votre tripay à l'intérieur pour remonter la bonne information. Et donc, vous faites ça pour le endpoint 0. Et puis, sur le endpoint 1, c'est un switch. Donc, vous activez bien l'état booléen, puisque sur le switch, on a forcément une valeur true ou false. Donc, vous pouvez l'activer. Et donc, on met en place le serveur. Et avec ça, vous avez un endpoint 0 et deux autres endpoints qui vous permettent d'avoir votre produit fini. Et donc, je reviens en arrière. Une fois que tout est bon, vous faites cliquer sur générer. Et puis là, vous avez les fichiers C et les fichiers H associés qui vont vous permettre d'avoir les fonctions haut niveau qui permettent de manipuler les valeurs derrière. J'ai des exemples par la suite de commencer à implémenter, mais j'ai du suspense. Donc voilà, donc en haut niveau, sans avoir de briques matérielles à disposition sur le choix d'un processeur, vous êtes quand même capable déjà de générer des choses pour votre applicatif Matter. Maintenant, il faut choisir un composant matériel qui fait le job, donc qui va supporter la bonne version de Matter, avec éventuellement la technologie radio Wi-Fi ou la technologie Thread associée. Donc les contraintes, voilà, j'ai anticipé. Donc c'est pas Matter 1.0, c'est être en Thread, avoir la possibilité de pouvoir interfacer des capteurs. Il ne faut pas que ce soit juste un micro qui ne peut pas prendre en compte des entrées sorties particulières pour activer les capteurs. Encombrant. Et puis si déjà vous maîtrisez chez un fabricant, autant bénéficier de ce que vous connaissez déjà au niveau des outils du fabricant pour aller vers cette solution-là. Donc les plus grands le proposent du Matter, soit NXP, ST, Nordic, comme là. Je vais passer très rapidement parce que vous allez avoir les slides et voir en détail les technos. Mais dans l'idée, en fait, vous avez des composants qui font soit du thread, soit du Wi-Fi avec la pile. Vous avez des composants un peu plus gros qui intègrent à la fois la pile Wi-Fi, qui supportent à la fois le Wi-Fi et le thread avec du Bluetooth pour le commissioning sur un même composant, avec en plus un élément de sécurisation. Et puis après, si vous voulez faire des contrôleurs hub,
ou des border routeurs, voilà, il y a encore des solutions un peu plus grosses pour mettre un peu plus de code pour supporter voilà, plus de fonctionnalités. Donc, vous avez la même chose chez ST Microélectronique. Alors, je n'ai peut-être pas dit, donc chez NXP, pour le moment, le 1.2 est sorti très récemment. Ils n'ont pas encore forcément intégré le 1.2 dans leur solution. Pareil chez ST, avec différents modèles ici aussi en fonction de la complexité du node. Le node, c'est pas forcément que le N node, hein, ça peut être le node intermédiaire. Donc chez Nordic, bon, nous, c'est la famille qu'on a ciblée au départ, parce qu'on avait, sur l'époque d'avant, il y avait des Nordiques, donc on était dessus. Donc avec des composants qui gèrent le Wi-Fi, des composants qui gèrent le thread et le Bluetooth, avec des moteurs. Eux, ils sont passés en 1.2. Ça reviendra après. Silicon Labs, pareil, tout un côté où il y a du thread, tout un côté où il y a du Wi-Fi. Ils partitionnent pas les deux en même temps sur la même puce, ils n'ont pas de solution, il y a les deux forcément. Oui. Texas Instruments propose aussi des choses. Alors, eux, j'ai pas trouvé de version plus récente que 1.0. J'y reviendrai après. Particularité des composants expressifs. Si vous voulez pas trop vous poser de questions, vous vous dites, bah voilà, j'ai besoin d'un switch. J'ai besoin d'une porte à verrouillage, enfin, d'une serrure à verrouillage codée. Vous leur dites ça, et eux, ils vous sortent directement la puce. Vous n'avez pas besoin de la programmer ni quoi que ce soit. Comme c'est du standard amateur, vous demandez ce que vous voulez, et eux, dans la solution zéro code, ils vous vendent le composant tout fait. Si vous avez des choses après à customiser, bah, vous avez la possibilité d'aller sur les autres familles. Donc ça, c'est pour le côté matériel, hein, vous faites le choix avec votre fabricant. Et après, bah, il y a tout l'environnement de développement qui vous permet de mettre en place Matter. Alors, vous allez retrouver effectivement tout ce qui est propre au fabricant, c'est son kit de développement logiciel, avec éventuellement des logiciels plutôt conviviaux pour la reconnaissance lexique du langage et compagnie. Il vous faudra la stack Matter. Alors, suivant le fabricant vers lequel vous allez vous tourner, soit on vous donne directement des sources du projet, justement le project chip, où sont les sources de Matter, et vous allez les chercher sur le Git, vous allez les intégrer à votre exemple, et puis vous allez développer là-dessus. Soit elles sont directement fournies avec le SDK du fabricant, donc là vous ne vous posez pas de questions. Si vous téléchargez les bonnes versions, on verra par la suite pour le cas nordique. Vous aurez automatiquement quelque chose d'homogène et de tout de suite fonctionnel. Soit c'est inclus dans l'exemple directement, les exemples proposés, c'est inclus là. Voilà, il y a différentes solutions. L'exemple de Nordic, alors si vous voulez, nous, en l'occurrence, à l'époque, on a commencé à travailler le 1.1, on avait déjà fait des choses dans une certaine version d'SDK, donc on était plutôt sur du 1.0 pour être conforme et pas avoir tout à tout réinstaller parce qu'il y a toujours des complexités à faire des installs. On écluse quand même pas mal de temps à débugger ce qui ne marche pas. Donc, si vous voulez la dernière version, il faudra faire attention à la version de SDK que vous choisissez parce qu'elle intégrera automatiquement une version de SDK amateur associée. Et donc, grâce au SDK, vous avez des exemples qui vous permettent directement d'intégrer. Bon, là, il y avait des exemples, il y avait un template où il y a déjà des primitives au niveau qui vous permettent de manipuler les accès aux différents attributs et aux commandes. Il y a des exemples tout faits sur lesquels vous pouvez vous baser pour reprendre des portions de code. Et puis après, ça cible effectivement la plateforme sur laquelle vous allez implémenter ça, le chip que vous allez choisir. Donc, nous, effectivement, on a 1.0, 1 et 1.2. Donc, le power source, pour le modifier, on voit que c'est quand même lié à ce qui a été généré au préalable. Hein, le composant, le cluster, power source, l'attribut, battery voltage. On spécifie sur quel endpoint il est. Donc là, il n'y a pas de question à se poser parce que par défaut, obligatoirement sur le 0. Et puis après, c'est vous qui le calculez. Donc, à vous placer les bonnes valeurs, les rafraîchir périodiquement à la vitesse que vous voulez. Et puis ensuite, sur les valeurs d'état de fenêtre, c'était l'attribut booléen du state value du switch sur le endpoint 1 et le endpoint 2. Et après, comme c'est des booléens, alors une fois.
Donc voilà pour la manipulation des données mater, on va dire, qui vont transiter. Mais avant de les faire transiter, bah, faut les faut les faire le commissioning hein, sur les réseaux. Donc, si vous devez le faire pour vos tests, ben, il y a des outils qui existent, notamment l'outil Cheat Tool. Et on retrouve tous les paramètres qui ont été évoqués tout à l'heure par Olivier. On va spécifier l'ID vendeur, le product ID, le rendez-vous. Alors, le rendez-vous là, ça vous parle pas d'eux, mais c'est parce que on est sur BLE. On peut être sur Wi-Fi, on peut être sur un network. Donc, ce numéro-là va spécifier quelle technologie qui va être utilisée. Le discriminateur, qui est un identifiant particulier de votre produit également. Et puis, le setup pin, qui permet de distinguer sur le réseau. Et le moment clé. Donc, ça, c'est pour générer le QR code. Et du coup, suite à ça, vous lancez la commande. Et puis, je vous ai mis le lien qui permet de le faire. Et vous allez, là, il nous retourne ici l'identifiant. Et si vous allez sur le site en ligne, vous passez l'identifiant et vous générez le QR code. Là, oui, c'est automatisé. Vous n'avez pas donc, quand il faut tester votre produit par la suite, parce que vous n'avez pas forcément toute la chaîne sous la main, eh bien, on va rajouter notre produit en tant que node. On va utiliser un border router parce qu'on est en thread et il faut que l'information remonte en thread. Donc, à partir d'une Raspberry Pi et puis, bah, nous, on était chez Nordic, donc un petit dongle USB Nordic. En mettant le bon firmware sur le Nordic, on est capable de faire un border router intégré sur une Raspberry Pi. Et étant donné que lui, il va avoir accès au réseau, il y a une application Cheat Tool, je vais revenir juste après, encore une fois, qui permet de faire le contrôleur sur votre PC. Bon, c'est pour tester au départ. Donc, l'outil Cheat Tool, vous le téléchargez toujours sur le même site. Alors là, vous le téléchargez en fonction de votre version de Matter et du SDK que vous utilisez. Donc, nous, chez Nordic, on était, là j'ai mis l'exemple, le dernier qui était en note, nous on n'était pas sur MD5, on était sur MD2. Donc pour une version de SDK 2.5, on a le Cheat Tool qui va bien pour cette version-là. Faut pas essayer de mixer parce que ça marche pas bien. Donc à partir de là, bah, vous avez tout un tas de paramètres et de fonctionnalités qui vous permettent d'avoir accès au cluster, les interroger et de remonter de l'information. Alors pour le commissioning, le mot-clé c'est pairing, suivi du type de technologie, c'est le thread, son numéro sur la fabrique, une fois qu'il a été dit, si vous en mettez 5, bah, vous aurez le numéro de 0 à 5. La clé qui vous permet d'aller sur le bon border router, qui est généré à partir du border router, notamment, c'est le fameux voilà, le dataset, voilà, tout à fait, qui est généré sur le border router. On va voir sur la slide qui suit ce que c'est. On retrouve le discriminateur et puis le pin code, et avec ça, bah, il retrouve ça. Donc, sur le border router, on a effectivement une petite commande qui nous permet de retrouver le dataset actif et il nous retourne le bon numéro. Alors, à savoir que sur ce genre de mise en œuvre, à chaque fois qu'on l'éteint, il régénère un dataset différent. Donc, quand vous faites des tests, si vous faites un reset, tout peut bien se passer, puis le lendemain, vous refaites le truc, vous relancez avec le même dataset, et là, ça marche plus. Et là, on se gratte la tête, on dit qu'est-ce que j'ai fait depuis hier, pourquoi ça marche pas? Non, on a juste rebooté la Raspberry Pi et elle a changé le dataset. Et on a parfait la manip de dissocier ce que le node avait retenu, parce que lui, il retient sa clé. Il faut remettre à zéro celle-ci, relancer ça, récupérer ça, et ça repart. Donc, faut pas l'éteindre. Donc, quelques exemples d'utilisation de Cheat Tool hein, pour faire des tests. Bon, là, on voit si c'est une serveur codée avec l'attribut log_state. On spécifie justement l'identifiant sur la fabrique. Et puis le numéro du node qui est instancié dans le composant. Et puis, on a le retour de l'information. Voilà pour la mise en œuvre. Et ça a été démontré sur le salon par Hutchinson. J'ai débuté, je finis. Merci à tous. Non, juste oui, pour finir, hop, voilà, quelques photos de la mise en œuvre. Je l'ai pas dit, mais nous, Hutchinson, concrètement, ce qu'on ambitionne, c'est de vendre ça.
d'avoir quelque chose, un réseau interopérable, ben, on voit ça d'un bon oeil, nous, hein, concrètement. C'est que n'importe qui peut acheter ça, le connecter chez lui, et voilà. On est à coquiner avec personne, on vend pas de hub, on vend rien, donc d'où l'intérêt pour nous de Matter d'avoir un réseau interopérable. Donc voilà, ben voilà. Donc c'était un stand d'une centaine de mètres carrés. Ici le bar, ici la pompe à bière. Et donc voilà, ben, on avait une fenêtre PVC équipée, une baie aluminium, la fenêtre Alula, on avait quelque part dans le bar là ben, la box Autodo. Non sans mal. Bon, alors forcément, dans un salon, donc on n'a pas menti. Concrètement, quand on a dit qu'on faisait du Matter porté par du thread, c'était du Matter porté par du thread. On était un peu sans filet, donc on s'est heurté concrètement dans un salon, donc des réseaux 2,4 GHz, il y en a un peu partout. Donc on a perdu un petit peu de portée sur nos systèmes, ceci, cela, mais le job a été fait. Et puis voilà, donc concrètement, comment ça s'est passé? Alors ouais, donc on a utilisé beaucoup, donc il y avait, alors ouais, on ne le voit pas, c'est sur l'ancien. On avait donc, nous, l'idée d'utiliser un réseau domotique, c'était aussi pour la visualisation. Il y avait une lumière à une ampoule à chaque ouvrant, et il y avait un mot d'ordre, c'était la maison est verrouillée, la lampe était verte, elle est ouverte, peu importe comment, la lampe était rouge. Donc ça a fait le job, hein, on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur ou un truc, le job est fait là-dessus. Mais en plus, on présentait quand même nos données là, où vous voyez, par exemple, vous avez là la baie gauche, la fenêtre, un peu de. Donc le job a été fait là-dessus. Merci à tous. Je sais pas s'il y a des questions, mais du coup, l'application, c'est Chinson qui l'avait réalisée? Non, C'est Autodo. aussi. Alors là aussi, donc Samuel nous a aidés pour le côté nous notre objet, et puis Autodo a participé. Nous on remonte des données. Aujourd'hui, c'était donc comme elle dit des endpoints. Concrètement, si jamais Autodo avait rien fait, ici on voyait les deux endpoints, donc ouvert fermé, totalement illisible. Enfin voilà, donc le travail de Autodo, ça a été de entre guillemets concaténer les données pour nous, nos données verrouillées, ouvertes, fermées, enfin pour avoir nos données, et puis aussi de pouvoir connecter cet objet-là qui n'est pas certifié. Donc, ça a été au début un peu. Moi j'ai transpiré, eux un peu moins. Mais moi à 2 jours du salon, quand ça mettait ça marche pas, je disais. Non, mais ouais. Il y a des questions aussi. Alors, du coup, pour l'aspect commissioning, il y a du BLE aussi dans votre produit? Ouais, c'est ça exactement. Donc, Il y a les deux, alors, en fait. ouais. Donc c'est ça, hein. Concrètement, alors il est un peu mal fait notre objet. Donc concrètement, on scanne quand l'objet n'est pas commissionné. Normalement, sur les objets aujourd'hui Matter, il y a une petite lumière, elle est rouge, verte. On sait qu'il est commissionnable, donc c'est-à-dire appairable, intégrable dans un réseau, domotique. Nous, on prenait le téléphone et on regardait si on générait notre SBG BLE. Et concrètement, on vient scanner, nous, le QR code qu'on mettait. Alors, et puis, on intègre le système dans le réseau. Et effectivement, c'est du BLE. Donc, il y a une part d'échange BLE. Et puis après, donc, on donne le dataset et après, il communique en thread. Et concrètement, pour moi, utilisateur, ça me fait transpirer quand ça marche pas. Non, mais c'est très simple. Hein. Enfin, concrètement, on prend il est là, découverte Matter, tac, on scanne et puis c'est fini. Hein. Au bout, je sais pas, enfin, ça se passe à vivre. On va dire 1 minute ou 2, quoi. Quand il scanne, il ceci, il cela, il y a un peu d'échange d'informations. C'est vrai que Matter, c'est un protocole assez verbeux, quand même. D'échange et de. Ouais. Alors après, quand on scannait, justement, ouais, effectivement, c'est. Je vais venir devant parce que sinon, je pense qu'ils n'entendent pas ceux qui sont à distance. Tu vas rester tout seul devant. On disait que voilà, Matter, c'était un protocole très verbeux. Donc, c'est sûr qu'au niveau et avec les différentes étapes d'authentification et de sécurité, il y a pas mal justement d'échanges qui sont faits. Donc, ça prend un peu de temps pour appairer l'objet. C'est sûr que un peu plus longtemps que le protocole Zigbee. C'est quand même acceptable. C'est de l'ordre de la minute. Ouais. Ouais. Alors après, nous, on s'est heurté à des difficultés. Effectivement, notre objet, encore une fois, je me répète, mais c'est un proto, il n'est pas certifié. Ouais. Donc forcément, ça génère quelquefois des conflits des choses. Il n'est pas appairable, ceci, mais globalement, le job a été fait. Ça, c'est sûr. Les lampes, là, c'est Matter aussi? Non, elles sont Zigbee. C'est Zigbee, là, ouais. Ouais. Oui, parce que justement, le hub, vu qu'il est à la fois Matter, Zigbee,
On aurait même pu piloter des lampes Chacon, par exemple, en 433. Mais là, oui, c'était principalement du Zigbee, parce que les Tout volets, était en Zigbee, les volets roulants aussi. On c'était avait racheté des petits modules Nodon Nodon, ouais. en Zigbee, donc on avait. C'était particulier parce qu'on est toujours en disant on va prendre des volets sans fil. Et nous, on a dit non, non, donnez-nous des volets avec des fils, puis on va se débrouiller. Et puis après, bah, pour conclure, nous, en tout cas, Hutchinson, hein, c'est très bien. Et maintenant, on voit d'un bon œil le développement de Matter, mais concrètement, nous, on est liés à personne, donc on se pose encore des questions de savoir, concrètement, nous, l'année prochaine, fin d'année, il faut qu'on ait un projet sur un produit sur étagère. Est-ce que Matter va vraiment se développer? Est-ce que les gens vont y aller? Bon. Concrètement, enfin, Batimat, on n'en parlait pas, mais Artibat cette année, j'ai pas vu beaucoup de com, je sais pas Pascal, autour de Matter. Ouais. Un des gros, pour moi, un des gros du marché français de la domotique, vu qu'on a Somfy, c'est compliqué de passer à côté de Somfy, pour moi. Hein. Concrètement, Somfy à Artibat, ils avaient un stand qui était pour moi assez cheap. Quand je les ai vus, ils avaient 3 bidules. En fait, leur com, elle était chez les autres. Chez Atlantem, chez les fabricants de fenêtres, il y avait du Somfy, chez ceci, chez cela. Donc, et eux, ils ont leur protocole propriétaire. Alors, ce qu'on espère, nous, c'est que. C'est fermé comme protocole. Ouais. Donc, on peut rien faire en domotique, c'est pas limité, quoi. On les a rencontrés, hein, mais c'est vrai que, voilà, bon. Et pour le coup, nous, ce qu'on espère, c'est que Somfy, ils font partie du CSA. Il faut que ces Somfy franchissent le pas. Enfin, pour moi. Pour l'instant, ils se posent un peu des questions, hein, mais franchissent le pas et proposent comme ce que fait Autodo, peu importe leur truc propriétaire, et aussi du Matter sur leur. Et si jamais un jour ils font ça, on dit OK. Enfin voilà, je parle un peu pour ma paroisse, moi. Les opérateurs télécoms, Ah oui. Tout le monde parle de Matter. Ouais, OK. Enfin, en tout cas, moi, pour un truc grand public. Justement. Bah, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a fait le job et on était, voilà. Après, encore une fois, je me répète, mais j'ai transpiré. Merci, Autodo. Bah, c'était avec Matter 1.0 aussi. Ouais. Non, mais oui. Enfin, ça a fait le job. C'est vrai que le retour est quand même positif. Enfin, on a communiqué un peu dessus aussi sur le fait qu'on soit en Matter, un système interopérable. Voilà. Et du coup, pourquoi Matter inclut pas Zigbee? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez déployé. Alors, Zigbee serait déjà, c'est pas super clair pour moi la différence. Zigbee était moins sécurisé, en fait, le protocole Matter. Donc, ils ont vraiment axé sur la sécurité, en fait, des codifications. C'est un bon argument aussi, parce que quand on parle de est-ce que la maison est verrouillée, c'est quand même bien que ce soit sécurisé aussi code descendu, quoi. Surtout que dans les objets, il y a les serrures connectées. Et bon, voilà, c'est mieux quand c'est quand même assez sécurisé. Après, bon, on sait bien que un protocole, même si c'est sécurisé, ça a quand même vocation à être craqué un jour ou l'autre. Mais en tout cas, c'est bien plus sécurisé que Zigbee. On parle beaucoup d'Aeroc, la certification, on dit qu'elle assure la Aeroc. Vous savez comment c'est fait? Comment vous pouvez assurer à un moment donné un produit qui est certifié? Parce qu'en fait, nous, quand on a passé nos tests, la plateforme de certification, en fait, c'est un Raspberry Pi, hein, tout simplement. Il y a une version, en fait, il y a une version qui est en face de chaque version de Matter. Donc, nous, par exemple, on a certifié en Matter 1.1. Donc, il fallait une version particulière de Raspberry Pi, enfin de software à mettre sur le Raspberry Pi. Et une liste de tests, voilà, c'est assez, pour avoir fait les tests, les tests de certification, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Et donc, après, il s'appuie sur justement tous les messages sont logués. Et ensuite, on envoie les logs justement à l'organisme qui doit aussi de son côté passer les tests. Nous, on fait des tests de pré-certification. Ensuite, l'ECRA ont repassé tous les tests. S'ils avaient des questions, justement, il y a eu pas mal d'échanges.
Et au final, enfin voilà, il faut vraiment que tout ce qui est mandatory, en tout cas dans l'aspect matter, passe pour être certifié. Après, on est certifié par rapport à l'immersion. Oui. Alors après, si justement un produit évolue et qu'il faut justement le produit change, et donc que c'est une nouvelle version de Matter ou même que le produit, il y a de nouvelles fonctionnalités, eh bien en fait, il faut recertifier. Donc la recertification est quand même moins chère que la certification principale, mais voilà. Parce que là, je vois Ouais, après, on s'il y a va des passer à la- s'il y a des interrupts qui sont, c'est quand même plus haut niveau, là. Et s'il y a des problèmes d'interrupts sur les couches plus basses, Alors après, justement, pour être certifié, par exemple, Matter Thread, il faut d'abord avoir une certification Thread. Et pareil pour le Wi-Fi. Donc, il faut d'abord avoir une certification sur le protocole utilisé avant d'avoir la certification Matter. C'est ça. Et du coup, pareil, pour avoir la certif PLE pour pas forcément Non, sur là, ces ils l'ont pas. Ils sont pas allés jusque-là. Non, non. non, parce que c'est pas des échanges BLE. Hein. Ouais, le BLE, c'est Ouais. vrai. Il y a pas de BLE, c'est une accroche, c'est bon. Donc, le contrôleur voit, Récupère le data. Ouais, c'est ça, exactement. voit qu'il est sur le réseau. Exactement. Il dit, ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis Mais là. après, sur le réseau, oui, que ce soit pour justement le LAN IP, le Wi-Fi ou le Thread, là, oui, il faut d'abord des certifications sur ces plateformes. Ok. Eh ben, merci à tous les trois. Merci. Et puis du coup, ben, je vais laisser la parole à Mario El Tabache du CETIM qui va présenter un autre protocole qui permet de l'interopérabilité. Bonjour à tous. Alors, on vous entend très très faiblement. Vous m'entendez mieux? Allô? Alors attendez. Je pense que le problème vient de chez moi. Allez-y, parlez. Allô? Ouais. Vous m'entendez bien? C'est beaucoup mieux. Merci. Ah, d'accord, très bien. Parfait. Du coup, je vous laisse partager votre écran pour. Voilà, tout à fait. Je commence à partager mon écran. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous voyez Là, on ma voit présentation en plein écran. Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, donc on va passer de l'interopérabilité des systèmes domotiques vers l'interopérabilité des systèmes industriels. Donc, je veux vous présenter un peu le standard OPC-UA. C'est quoi la définition du Companion Specification et puis après de regarder un cas d'usage que le CETIM il a mis en place pour illustrer un peu ce protocole, ce standard OPC-UA. Donc, comme un ordre de jour, premièrement, une petite introduction. Le concept jumeau numérique, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, il est vraiment d'actualité dans l'industrie mécanique, où on va vraiment travailler avec une partie virtuelle et une partie physique. Et donc, du coup, vraiment, l'interopérabilité entre les deux systèmes elle est primordiale, d'où l'importance de l'interopérabilité des systèmes dans le concept jumeau numérique. C'est pour cela qu'on a choisi ce concept pour illustrer. Puis après, on va regarder comment réellement on a implémenté l'OPC-UA dans notre démonstrateur qui s'appelle GNM, en parlant un peu de l'architecture et des modèles de données utilisés. On terminera par une petite conclusion. Donc, c'est quoi l'OPC-UA? L'OPC-UA, c'est un standard. C'est un standard ouvert, open source, qui définit l'échange et un échange sécurisé de l'information. C'est un système ou bien c'est un ensemble de technologies qui permettent vraiment cet échange de l'information standardisée du capteur vers le cloud.
Hop. Concrètement parlant et d'une manière très pratique, l'OPCUA repose sur le principe client-serveur. Un serveur OPC donc, est un logiciel qui est adapté à plusieurs automates où il pourra vraiment mettre à disposition, servir des données pour le logiciel qui, dans notre cas, c'est le logiciel MES, Manufacturing Execution System, qui doit avoir toutes les informations centralisées chez lui pour qu'il puisse vraiment exploiter les données et puis après de les partager. Pourquoi on parle de MES? Parce que dans l'industrie 4.0, la transformation 4.0, l'industrie du futur, on parle beaucoup de la centralisation des données, de l'exploitation de la donnée et puis après de vraiment créer de la valeur à partir des données. D'où l'importance vraiment de ramener les données, de collecter les données pour qu'on puisse l'exploiter. Vu que dans l'industrie, on a plusieurs types de protocoles de communication, il était important de vraiment avoir une surcouche, une couche en plus pour qu'on puisse unifier un peu ces données-là, pour qu'on puisse les utiliser d'une manière plus simple et d'une manière ouverte. Donc, si on veut résumer les intérêts de l'OPCUA, c'est un standard qui communique avec tout type d'automates, qui permet de faire cette surcouche et pour une implémentation multiplateforme. La communication, elle est complètement du logiciel, donc pas la peine, pas d'installation physique de quoi que ce soit. Donc, regardons ensemble ici, par exemple, le logiciel MES qui, on doit le mettre en place, où il y a plusieurs automates avec des protocoles peut-être, le même protocole de communication peut être différent, mais le plus important ici, c'est de dire que le logiciel MES, il va avoir un client au PC qui, celui-là, il doit demander à un serveur ou plusieurs serveurs au PC qui seront sur la même plateforme et ces serveurs-là, ils vont servir les données vers le client au PC qui, lui, il doit les rassembler et les mettre dans une base de données, par exemple. Voilà, donc concrètement, c'est ça l'OPCUA. Voilà, d'une manière assez pratique et qui peut servir pour la transformation 4.0. Sachez aussi que l'OPCUA aussi, c'est un standard qui évolue tout le temps. Par exemple, en 2023, il y a l'initiative FLC, donc UAFX, Field Exchange. Donc, cette initiative, elle a été initiée ça fait 3 ans, en 2000, pour vraiment travailler sur tous les aspects de communication. Donc, vous voyez de 1 jusqu'à 8, donc ça, c'est le roadmap. Et ça fait 3 ans ils ont déjà mis en place toute la communication entre controller to controller, donc de contrôleur à contrôleur. Et là, en ce moment, en 2023, il essaye vraiment d'élargir et de faire vraiment la communication de controller to device et to device, donc entre capteurs, entre des entités qui peuvent communiquer entre eux et communiquer du capteur vers le contrôleur. Et bien évidemment, aussi, il y a la possibilité de communiquer vers le cloud, ici, comme vous le voyez bien. Et voilà, prochainement, il y aura le Wireless Integration 5G. Donc, ça, c'est à venir. Et voilà. Donc, c'est toujours en évolution, donc en perpétuelle modification pour aller jusqu'à du capteur vers le cloud. On parle beaucoup, lorsqu'on parle de l'OPCUA, on parle aussi des Companion Specifications. C'est quoi les Companion Specifications? C'est encore une couche au-delà de l'infrastructure de l'OPCUA.
Vous voyez ici que l'infrastructure, elle est composée par du transport, donc qui permet de faire de la communication, la connexion et l'échange des messages entre les différentes applications. Il y a aussi une fonctionnalité Discovery qui permet aux clients de trouver les serveurs dans l'OPC-UA. Et la fonctionnalité qu'on est vraiment assez intéressé à l'utiliser, c'est la fonctionnalité Companion Specification qui est au-dessus, qui provient de l'Industry Standard Information Model, qui vraiment, c'est des modèles d'information qui sont spécifiques à une application industrielle bien déterminée. Je vous donne un exemple. Si on travaille avec les pompes connectées, une pompe, donc pour ces pompes-là, ils ont des spécificités. Ils ont un modèle un peu à eux-mêmes. Comme par exemple, la surveillance des pompes passe par une étude vibratoire de la fréquence de passage des aubes, quelles sont les alertes, les alarmes, et s'il y a une HMT, c'est une hauteur à l'aspiration. Si elle passe par une certaine valeur, elle est au-dessus, au-delà d'un certain seuil. Donc, tout ça, c'est des spécificités à l'équipement. Et cet équipement-là, il a besoin de le modéliser sous certaines formes que l'OPC-UA nous donne la possibilité de créer ce qu'on appelle un Companion Specification de l'OPC-UA qui pourra aider vraiment les industriels à le mettre en place d'une manière assez rapide. Donc, bien évidemment, il n'est pas fermé, ce Companion Specification. Les industriels, ils peuvent ajouter leurs propres spécifications, leurs propres instances, leur propre type de modèle de données, et puis après, l'ajouter à leur système. Voilà, donc l'OPC-UA, c'est la fondation OPC-UA, elle comporte pour le moment une centaine de participants. Donc, vous voyez qu'ils proviennent de plusieurs sources. Il y a l'automation, il y a l'ingénierie, l'industrie, l'industrie, comment dire, du process, de la production, les capteurs intelligents, les capteurs ou bien même les gens qui travaillent avec les protocoles de communication entre capteurs, la IO-Link par exemple ou autres. Et voilà. Donc, il y en a beaucoup. Maintenant, quel est le rôle du CETIM dans cette fondation? Le CETIM, il a répondu aux besoins exprimés par la Fédération des industries mécaniques, la FIM, et des organisations professionnelles françaises. Et suite à cette demande-là, nous menons différentes actions pour supporter l'OPC-UA et ses Companion Specifications. Pourquoi? Parce que vraiment, les industriels, les organisations professionnelles, ils ont besoin d'être à jour de ce qui se passe en termes de standardisation. Donc, c'est pour cela le CETIM, il est membre de la fondation OPC depuis à peu près début 2021. Donc, ça va faire à peu près 3 ans. Il est membre du hub OPC France qui comporte à peu près 25 participants. Je veux revenir sur le sujet de l'OPC UA France. Et on est inscrit, le CETIM est inscrit dans plusieurs groupes de travail qui développent des CS. CS, c'est-à-dire les Companion Specifications, que ce soit sur les pompes, sur les grues, sur les machines-outils, sur les machines de pliage et de formage, tout ce qui est en relation avec l'industrie mécanique. Le CETIM, il mène aussi des actions de veille afin de synthétiser, de regarder qu'est-ce qu'il manque sur certains CS et de donner un avis. On met aussi en plus des organisations, on met en place des organisations pour commenter les Companion Specifications en phase finale ou pour développer des CS selon le besoin des organisations professionnelles.
Voilà. Donc, comme vous le voyez bien, nous ne sommes pas des gens qui développent vraiment l'OPCUA, mais nous, on est vraiment utilisateurs, voire un peu un lien entre les développeurs des standards et la partie industrie mécanique. Donc ça, je pense que j'en ai parlé un peu. Donc depuis février 2021, CETIM il est inscrit à la fondation. Donc je vous ai donné aussi là-haut le site de la fondation OPCUA. Nous avons une licence end user. Donc, comme vous le voyez bien ici, donc on n'a pas accès à tout, mais à la plupart des actions, les principales actions qu'on peut mener, c'est accès aux documents de travail, la possibilité de participer à des groupes de travail et surtout de commenter les propositions des companion specifications selon le besoin et le besoin des industriels. Si je reviens un peu à la participation du club OPCUA France, celui-là, il comporte 25 membres, tels que la FIM, c'est un élément principal, la Fédération de l'industrie mécanique, Schneider, Systrel, il y a L'Oréal, Renault, Siemens, etc. Donc, il est piloté par la Jimelec. Jimelec, donc, c'est le groupement des industriels. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le groupement des industriels pour hop, et qui permet de mettre des actions de marketing et de communication sur l'OPCUA. Les échanges techniques permettent de faire des échanges techniques et de participer à des salons tels que par exemple le salon qui va se dérouler entre le 25 et le 28 mars à Paris-Villepinte. Voilà, donc il y aura un espace dédié à l'interopérabilité en général et puis après dédié vraiment, on parlera beaucoup au PCUA et quel est l'apport de l'OPCUA dans l'industrie mécanique. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, je veux parler un peu concrètement parlant du concept jumeau numérique, le démonstrateur JNEM, qui est le jumeau numérique pour les équipements mécaniques. Je veux parler des besoins de ce démonstrateur en termes d'interopérabilité. Quelles sont les diverses fonctionnalités d'un jumeau numérique? Et comment l'interopérabilité et comment plus précisément l'OPCUA nous a permis d'arriver à cet objectif-là. On parlera aussi après pour comment réellement on a implémenté tout ça. Donc, pour vous donner une idée sur le concept jumeau numérique, l'objectif de notre démonstrateur, c'est vraiment de mettre en place une approche jumeau numérique où on a d'un côté un jumeau physique qui, dans notre cas, c'est une boucle fluidique. Elle est à Nantes, on l'a développée en 2000. Cette boucle fluidique va me permettre on va le voir juste après, mais en gros, elle va nous permettre de vraiment d'illustrer comment un processus de fabrication peut se dérouler par exemple, en maîtrisant la température d'un fluide, en maîtrisant le débit, par exemple, avec plusieurs perturbations telles qu'ouverture, fermeture d'une vanne, etc. On peut simuler plein de scénarios. D'un autre côté, il y a toujours un modèle numérique, le côté virtuel, qui tourne avec la simulation, avec des modèles, avec des fonctionnalités qui tournent en temps réel. La partie virtuelle que vous voyez ici, le jumeau virtuel, il est connecté en permanence avec la partie physique grâce à de la collecte de données en temps réel et l'envoi des données vers la plateforme qui héberge la partie virtuelle. Et donc, la partie virtuelle, elle va faire des simulations, elle va prédire, elle va créer
des prescriptions, elle va envoyer ces prescriptions à l'opérateur pour mieux maîtriser la partie fonction du jumeau physique. On rentrera un peu plus en détail si vous le souhaitez, mais voilà. Donc, les principaux caractéristiques d'un jumeau numérique, c'est vraiment avoir le potentiel de comprendre les changements de l'état du démonstrateur physique à travers des données, que des données qui sont collectées en temps réel pour apprendre, surveiller, prédire, simuler et optimiser les changements qui peuvent arriver. Donc, vous avez bien remarqué que la partie communication, elle est primordiale pour essayer premièrement de collecter les données des divers capteurs, pas seulement des capteurs, mais aussi des microcontrôleurs, des automates, de modéliser derrière les données afin de créer des modèles et après de contrôler, voire surveiller et prédire ce qui va se passer sur la machine. Voilà, donc pour vous montrer un peu notre démonstrateur d'une manière plus concrète, je peux vous montrer. Alors nous, on voit toujours votre présentation PowerPoint. Et maintenant? C'est bon, c'est bon. Non, j'étais en train d'y accéder, pardon. Donc voilà notre démonstrateur physique. Donc vous voyez ici qu'il y a une pompe qui est le cœur de notre démonstrateur. Ensuite, il y a un échangeur thermique. Ensuite, il y a un groupe de refroidissement, des vannes d'admission à la pompe qui permettent d'introduire un défaut. Vous avez ici un réservoir qui permet aussi de faire jouer sur la pression du fluide pompé. Une vanne de régulation automatique pour travailler sur la régulation. Un débitmètre et une interface on-machine qui permet vraiment d'interagir avec l'opérateur et surtout entre la partie physique et la partie virtuelle. Voilà, donc ça, c'était la partie, voilà, la partie physique. Je pense qu'on en a parlé. Ça, c'est le PID du schéma de contrôle de notre démonstrateur. Sachez qu'il y a 3 organes de commande. Donc, la vanne de groupe froid qui permet de vraiment refroidir le fluide. L'actionneur de régulation donc, qui permet de réguler le débit et la pression du fluide pompé. Et la variateur de la pompe qui permet de réguler la vitesse de la pompe. Les 3 grandeurs à réguler, c'est le débit, la pression en amont de l'échangeur et la température du fluide. Les organes de génération du défaut, c'est la vanne d'alimentation échangeur pour faire varier la température, la vanne de pressurisation réservoir pour la pression et la vanne d'admission aux pompes pour varier aussi ce qu'on appelle la HMT de la pompe afin de, par exemple, essayer de faire de la cavitation. En ce qui concerne système de contrôle et de commande et de surveillance qui existent sur la machine, nous pouvons voir qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'automate de contrôle de la boucle. Donc, c'est lui qui va me permettre de commander la vanne de régulation, mais aussi il y a d'autres systèmes. Un premier système qui est l'Edge 1, que vous voyez ici, c'est un système de surveillance vibratoire. Donc, lui, il va collecter les données des accéléromètres qui sont sur la pompe afin de créer des indicateurs d'état de santé vibratoire de la pompe. Et lui, il communique en mode bus avec un gateway.
Donc là, j'ai un petit PC informatique de genre Raspberry, par exemple, qui, lui, il va héberger un serveur OPC-UA. Donc, lui, il va mettre à disposition de données, tout ce que vous voyez ici en noir, c'est vraiment de l'OPC-UA, c'est la couche supérieure. Un deuxième edge, c'est un edge 2 qui est celui-là, c'est une surveillance électrique de la pompe. Et l'edge 3, c'est une surveillance un peu combinée, hybride, pour regarder l'état de santé de la garniture mécanique de la pompe, qui est vraiment un élément principal. Donc, 3 systèmes de surveillance, un système d'automate qui permet vraiment de communiquer, de donner toutes les informations et qui met à notre disposition toutes les indicateurs ou ce qu'on appelle les indicateurs process, tels que température, pression, etc. Et ce qui est très important, on a mis en place ce qu'on appelle un EPC, Embedded PC. C'est un PC industriel où on va mettre une plateforme là-dessus qui va nous permettre de collecter des données de provenance divers de plusieurs systèmes, des systèmes qui fonctionnent avec plusieurs protocoles, et donc de centraliser les données dans ce EPC et de les préparer à être envoyés vers le cloud. Donc, avec cet EPC-là aussi, on pourra communiquer aussi avec une IHM opérateur afin vraiment d'envoyer des prescriptions à l'opérateur et de l'aider à faire et à prendre des décisions. Voilà, donc si vous le voyez bien, vous le sentez tout de suite qu'il y a plusieurs systèmes de surveillance, de contrôle, de commande, des automates, et on a vraiment besoin de l'interopérabilité entre eux, mais parce qu'on aura besoin de faire la centralisation de la collecte de données de ces différents systèmes, la sauvegarde de ces données dans un format un peu homogène, unifié, et surtout la génération des fichiers JSON, ces fichiers JSON pour être envoyés au cloud, donc pour les préparer vers le cloud. Et pas seulement, parce que vous voyez qu'il y a tous ces systèmes, mais la partie virtuelle encore, on ne l'a pas abordée. La partie virtuelle, elle est aussi importante que la partie physique, que la partie système de surveillance et de contrôle commande. La partie virtuelle qui tourne sur le PC ou sur un cloud, elle va nous donner plus de force, il va nous donner des caractéristiques et nous aider à mettre en place des fonctionnalités du jumeau numérique. Comme par exemple, elle va nous aider. Partons premièrement des objectifs ou bien la finalité. La finalité de mettre en place la partie virtuelle, c'est pour optimiser la maintenance de la boucle, c'est optimiser la consommation énergétique de la boucle et optimiser aussi le process afin de le mieux contrôler. Pour y parvenir à optimiser tout ça, on doit passer par plusieurs fonctionnalités, comme par exemple mettre en place une fonctionnalité de surveillance de l'état de santé de la pompe ou des autres équipements mécaniques. Là, l'utilisation de capteurs virtuels afin de continuer à fonctionner même s'il y a un capteur qui est défaillant, comme par exemple, on a essayé de mettre en place un capteur virtuel de débit sur la boucle. Ceci va nous permettre, même si le capteur débitmètre tombe en panne, de continuer à faire fonctionner la pompe en utilisant ce qu'on appelle les capteurs virtuels. En plus, une des fonctionnalités majeures du jumeau numérique, c'est la prédiction. C'est de calculer une durée de vie résiduelle des composants mécaniques critiques, comme par exemple la durée de vie résiduelle de l'utilisation de l'axe motopompe.
ceci va nous permettre d'alerter l'opérateur si jamais il y a un risque de casse de cette composant. De calculer en continu la durée de vie restante pour intervenir la maintenance pour changer un équipement. Et donc, du coup, ces fonctions doivent être alimentées en temps réel par des données provenant de la partie physique. Comment le faire? Donc, les données doivent transiter des divers systèmes vers cette fonctionnalité, et cette fonctionnalité, elle va avoir des données d'entrée et des données de sortie. D'où l'importance vraiment de l'OPCUA qui est la brique importante et obligatoire pour qu'on puisse échanger ces données non seulement pour les parties des systèmes physiques entre elles, mais entre la partie physique et les fonctions numériques. Et donc, du coup, ces fonctions, ils ont toujours besoin des entrées et des sorties d'une manière interopérable. On a besoin d'accéder aux données très rapidement. On a besoin de mettre à disposition des résultats et de les faire parvenir à l'opérateur en temps réel aussi et d'une manière simple à mettre en place. Donc, l'interopérabilité est surtout d'une manière fiable et sécurisée aussi, parce qu'il faut qu'on regarde la partie cybersécurité afin que notre système ne soit pas attaquable. Donc, du coup, l'OPCUA, il nous a permis à répondre à tous ces besoins-là et de mettre en place les diverses fonctionnalités de jumeaux numériques telles que je vous ai raconté. Alors, d'une manière beaucoup plus pratique, comment on a implémenté l'OPCUA et comment on a mis l'architecture. Donc, avec un serveur de JNEM, c'est-à-dire jumeaux numériques pour l'équipement mécanique, on a créé un modèle. Ce modèle-là, il est basé sur le CS Pomp, c'est le Companion Specification de la pompe qui est développé par l'OPCUA, de la fondation OPCUA, mais pas que. Je vous ai dit aussi qu'il y a la possibilité de développer nous-mêmes notre propre modèle et d'injecter ce modèle selon notre besoin, donc le besoin industriel. Comme par exemple ici, tout ce qui est en bleu, il était développé pour le modèle électrique parce qu'on n'a pas trouvé dans l'OPCUA des companion specifications pour la surveillance électrique. On était obligé de le créer nous-mêmes. Et celui des vibrations, donc il y avait des indicateurs à créer aussi un peu spécifiques sur notre pompe. Donc, chaque edge, il a son node set, node edge 1, 2, 3, le PC et la partie JNEM, le PLC, c'est-à-dire la partie microcontrôleur. Encore de manière plus simple, un exemple de l'échange de données pour la fonctionnalité pronostic ou ce qu'on a appelé le calcul de durée de vie résiduelle. Donc là, vous voyez bien la surveillance vibratoire de la garniture mécanique, elle a un certain modèle, une certaine arborescence. Donc ça, c'est le CETIB qu'il a mis en place. Celui du couple moteur, donc ça a une certaine architecture. Et la surveillance du point de fonctionnement de la pompe, cette fois-ci, elle a été utilisée à partir de CS Pomp, de Companion Specification Pomp. La partie pronostic, elle a besoin des entrées. Et ces entrées-là, vous les voyez ici. La première, c'est par exemple, je vois bien ici l'accélération 4, amplitude, fréquence 1x, la valeur RMS, les 10 valeurs du couple, et par rapport au point de fonctionnement, c'est-à-dire du PLC, on a besoin de la position de la vanne de régulation, la pompe, la vitesse de la pompe et la température.
Donc, vous voyez ces informations qui sont importantes pour la fonction DVR proviennent de plusieurs systèmes. Ce n'est pas un seul système, mais il provient du système 1, 2 et 3. Donc, ils proviennent de divers systèmes. Mais l'implémentation de DVR, elle était assez simple. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'OPCUA qui, lui, en faisant pour un utilisateur final, on fait abstraction d'où ça provient les données, mais il nous donne la possibilité, avec une arborescence unifiée, d'accéder à ces données sans aller les chercher sur chaque système. Donc là, voilà ici, tout ce qui est en bleu, donc c'est les points d'entrée et le rouge, c'est les points de sortie. Donc, le modèle de données, on a créé un modèle de données pour la DVR, la durée de vie résiduelle, et celle-ci, on a tout simplement pointé qu'est-ce qu'il y a comme entrée, qu'est-ce qu'il y a comme sortie, et injecté dans le modèle final pour qu'on puisse vraiment faire fonctionner cette fonctionnalité DVR d'une manière simple grâce à l'OPCUA, grâce à l'interopérabilité des systèmes. Voilà, donc en conclusion, je répète, l'OPCUA, c'est un standard open source pour l'échange sécurisé. Il est dédié pour l'environnement industriel et il unifie d'une manière assez, notamment l'accès aux données qui provient d'un capteur et jusqu'à cloud. Les company specifications sont développées par la fondation, mais pas que, mais ces company specifications nous permettent, comme industriels, d'aller plus vite dans la modélisation des objets industriels. Encore une fois, donc, l'OPCUA nous a permis d'aller plus vite aussi dans l'illustration du concept jumeau numérique qui, pour les industriels, c'est un concept très, très important et que vraiment l'industrie 4.0 y repose. Donc, cette interopérabilité entre systèmes et entre fonctions du jumeau numérique nous a été facilement déployable grâce à ce standard OPCUA. Et donc, du coup, dernièrement, c'était un exemple de déploiement que je vous ai montré à la fin, illustrant un peu comment on peut utiliser un tel standard OPCUA pour mettre en place des fonctionnalités assez rapidement et comment on a pu profiter de ce système-là. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Moi, j'ai peut-être une première question, parce que du coup, au PCUA, ça permet de récolter des données, mais du coup, les formats des données sont aussi définis. Alors, on va prendre un exemple tout bête pour la température. Ça définit si c'est en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit ou que sais-je. Tout à fait. Ça définit aussi jusqu'au format des données, pour que ce soit plus justement interopérable, hein, c'est un peu l'idée. Oui, tout à fait. Vous avez totalement raison. J'ai passé peut-être un peu vite, mais par exemple, les company specification pump, lorsqu'ils définissent une température, ils définissent c'est un objet qu'on définit et où il y a toutes les instances à l'intérieur, toute l'hierarchie, elles définissent tout ce qu'il faut pour vraiment créer un modèle utilisable. Et merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions Je vais remettre la caméra, que ce soit plus... Est-ce qu'il y a des questions sur ce côté au PCUA? Non, aucune question. Je vais regarder en ligne, mais je ne crois pas qu'il y ait des questions non plus. Bah, du coup, ça veut dire que vous avez été très clair. Hein. Peut-être. Mais sachez que nous ne sommes vraiment que des utilisateurs. On met en place, mais on ne développe pas. Voilà. Oui, mais Donc, du coup, vous avez quand même mis un peu les... C'est un retour d'expérience que je vous...
Donc, ça reste quand même assez concret, voilà, ce que vous avez présenté. Et du coup, par contre, les Merci. algorithmes qui sont développés pour le pronostic, par exemple, c'est le CETIM qui les a développés ou c'est les fabricants des machines qui… Enfin, c'est une collaboration peut-être? C'est justement une collaboration. C'est une collaboration avec plusieurs pôles du CETIM aussi, avec les industriels aussi. Regardez comment ça se passe. La fonctionnalité pronostic, elle a besoin de la collecte de données. Donc, c'est un premier expertise. Elle a besoin de modèles de fatigue, donc un deuxième expertise. Et elle a besoin de la simulation, donc des gens qui travaillent en simulation avec, par exemple, Star CCM+, c'est ce qu'on a utilisé comme des outils de simulation et surtout des outils aussi de calcul en temps réel. Et donc, du coup, c'est le pôle MCO, Monitoring Control et Objets Connectés, qui a mis en place cette architecture et le fonctionnement de cette fonctionnalité. Donc, il y a vraiment plusieurs corps de métier qui travaillent ensemble afin d'aboutir à un objectif qui est le calcul de durée de vie résiduelle, par exemple, d'une pompe. Et donc, c'est là où les industriels pompistes, fabricants de pompes, ils ont aussi leur mot. C'est eux en gros, qui nous dirigent pour dire quel est leur besoin et comment le mettre en place. Moi, j'ai une question par rapport à la mise en œuvre. On voit que vous avez envoyé de la donnée vers du jumeau numérique pour faire de la prédiction. Et Vous pouvez hausser un peu votre voix parce que c'est très loin. Je vais essayer de parler très fort. Pardon C'est mieux comme ça, oui, s'il vous plaît. On a vu que vous utilisez un jumeau numérique là pour faire de la prédiction d'événements, de la mise en place de défaillances pour voir comment se comporte le système. Oui. Il y a une notion aussi d'asservissement de temps réel via OPCUA. Et dans ce cas-là, sont horodater les données et quelle précision de horodatage vous donnez? Une question une très bonne question. L'OPCUA, on l'a utilisé dans notre cas pour collecter les données, pour mettre en place les fonctionnalités de surveillance, mais de surveillance des équipements mécaniques où les défauts peuvent apparaître d'une manière très lente. Et donc, du coup, c'est de l'ordre de quelques minutes. Il n'y a pas une notion de temps réel pour la commande. Donc, on est vraiment large. Par contre, vous avez complètement raison. L'OPCUA, il travaille en ce moment sur l'aspect temps réel pour la commande, c'est-à-dire pour mettre en place des choses pour vraiment aller à la milliseconde, voire au-dessous de la milliseconde. Mais ça, on ne l'a pas utilisé dans notre système du tout. Mais je sais bien que la Fondation OPCUA, il travaille sur le sujet afin de vraiment répondre à ce besoin dans le cadre du contrôle des machines. D'accord? Okay. Et notamment, si je ne me trompe pas, c'est l'OPCUA TSR. Je regarde ça, mais vraiment, il y a une branche spécifique pour l'OPCUA temps réel. Ok, ben, en tout cas, merci. Effectivement, je pense que voilà, ça fait aussi partie des sujets. Et bon, c'est vrai que dans la description que vous avez faite, on retrouve finalement un peu la même philosophie malgré tout que Matter, avec la description des nœuds, avec une certaine, voilà, des certaines fonctionnalités qui sont remplies et qui dépendent de ce qu'on veut en faire et à quel objet, entre guillemets, on s'adresse, que ce soit un objet domotique ou un objet industriel, finalement, voilà. Ouais, c'est très On voit que l'interopérabilité équivalent. tourne autour de ces sujets. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions en ligne, donc on va arrêter l'atelier pour ce soir. Donc, pour ceux qui sont en ligne et pour ceux qui sont présents, il y aura un petit questionnaire de satisfaction à remplir, voilà, pour savoir si le sujet vous a intéressé, s'il y a des choses à creuser plus sur différentes thématiques. Et ben, merci, Monsieur El Tabache, pour votre présentation. Et puis, merci. Merci à vous tous.
à tous les intervenants de ce soir. Et puis, bah, voilà, ceux qui sont présents, on va échanger encore un peu autour d'un verre. Bon, pour ceux qui sont à distance, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou voilà, par tout autre moyen pour avoir plus d'informations. Et voilà, Monsieur El-Tabache, si on a des questions concernant le PCEA, ben, on vous les fera passer. Pas de souci. Merci beaucoup et bonne soirée. Ben, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci.